les quelques années, un nom obscur ou une pépite émergente surgit de nulle part pour réaliser une saison purement imaginaire. Il casse tout sur son passage, il fait en sorte que tous les journaux et toutes les chaînes de télévision ne parlent que de lui. Mais la saison suivante, il présente un niveau catastrophique avec son club ou sa nouvelle équipe. Et quelques saisons plus tard, il disparaît dans des championnats bizarres au sein de clubs de milieu de tableau jusqu'à prendre sa retraite. Ce phénomène footballistique, on l'appelle le One Season Wonder. Beaucoup de noms ont été associés à ce terme. C'est pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons sélectionné 5 joueurs. Nous les avons classés selon leurs statistiques de but, l'argent dépensé pour eux et les signaux qu'ils donnaient de pouvoir écrire une grande histoire, mais qui n'a jamais eu lieu. Mais avant de découvrir les noms présents sur cette liste, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne Les Outsiders du football. C'est parti, on commence. Le joueur qui mérite la 5e place dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est Michu. Un nom qui n'est pas étranger aux fans de Première Ligue, surtout les anciens. Ils l'ont connu grâce à la saison légendaire qu'il a livrée avec Swansea City. Mais avant de parler de cette saison en particulier, il faut connaître une partie du parcours de Michu avant Swansea. Un parcours qui va sûrement surprendre les fans du championnat anglais. Michu a débuté sa carrière professionnelle avec le club du Real Oviedo, en 3e division espagnole. Il avait 19 ans lors de la saison 2005-2006. Ses apparitions et sa contribution étaient faibles, jusqu'à ce qu'il parte en 2007 au Celta Vigo, qui était alors en 2e division. Et quand il est arrivé, il n'a pas joué tout de suite pour l'équipe première du Celta. Il a joué avec l'équipe réserve, le Celta Fortuna, en 3e division. Il réussit à marquer 10 buts en 28 matchs, des chiffres qui l'ont aidé à être promu en équipe première durant la même saison. Il parvient ensuite à jouer quelques saisons avec l'équipe première, mais sans être vraiment influent. La direction s'est retrouvée face à un joueur modeste. Ses chiffres étaient très faibles en 2e et 3e division, des ligues pourtant bien plus faciles que la Liga. Ils acceptent alors une offre du Rayo Vallecano, fraîchement promu en Liga, pour le recruter lors d'un transfert libre. Et la surprise dont j'ai parlé pour les fans de Première Ligue, c'est qu'il a réalisé une saison légendaire avec le Rayo Vallecano comparé à son historique. Car lors de la saison 2011-2012, Michu, âgé de 26 ans, occupe la 9e place du classement des buteurs de la Liga avec 15 buts. Parmi eux, des buts décisifs qui ont aidé le Rayo Vallecano à assurer son maintien. Il contribue à 19 buts sur les 53 marqués par l'équipe. Et Michu jouait la plupart du temps comme milieu offensif ou second attaquant, pas comme un pur numéro 9. Après la fin de la saison, les dirigeants du Rayo décident de vendre Michu à Swansea pour 2,6 millions d'euros, et ce malgré une valeur marchande atteignant les 8 millions d'euros à l'époque. Car les dirigeants du club ont prédit, au vu de son historique, que ce n'était qu'une anomalie passagère qui ne durerait pas. Ils voulaient donc en tirer profit rapidement. En vérité, la direction avait raison, mais l'anomalie ne s'est pas arrêtée la saison suivante. Au contraire, elle a continué encore plus fort qu'à son époque avec eux, et dans un championnat encore plus robuste, avec une équipe dont le seul espoir était le maintien. Michu réussit à livrer une performance qui place son nom parmi des légendes comme Luis Suarez, Robin Persie, Gail Bale et Rooney. Car cette saison-là, il finit 5e meilleur buteur de Première Ligue avec 18 réalisations. Il marque plus que Rooney, Bertatov, Agüero et Edin Dzeko, des noms qu'il aurait eu du mal à croiser ou même à prendre en photo 2 saisons auparavant. Maintenant, il les devance au classement des buteurs. Michu vivait un véritable rêve, lui et Swansea. Il est passé d'un joueur modeste de 2e division espagnole à un concurrent pour le titre de meilleur buteur du championnat le plus puissant du monde. Et pour compléter cette saison historique, en Coupe de la Ligue, Swansea élimine Liverpool en 8e de finale, puis Middlesbrough en quart. Et en demi-finale, qui fut la demi-finale la plus étrange de l'histoire du tournoi, Swansea affronte Chelsea et Aston Villa affronte Bradford.
Toutes les prédictions disaient que la finale serait entre Chelsea et Aston Villa. Mais on est surpris de voir Swansea battre Chelsea et Bradford arracher la qualification au Vilan. La finale de la Coupe de la Ligue se joue donc entre Swansea et Bradford. Le match a lieu le 24 février 2013. Sous la conduite de Michu, Swansea remporte le premier et le dernier grand titre de son histoire longue de 113 ans. Ils battent Bradford en finale sur le score de 5-0. En championnat, Michu contribue à 21 buts sur les 47 de l'équipe et s'offre un doublé contre Arsenal lors d'une victoire 2-0. Sa contribution aide Swansea à finir 9e et à participer à la Ligue Europa la saison suivante. Swansea s'est battu pour garder Michu la saison d'après. Il le considérait comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club, voire le meilleur. Mais au début de la saison 2013-2014, l'anomalie Michu prend fin et les fans de Swansea se réveillent de leurs rêves. Ses participations diminuent à cause de blessures récurrentes. En championnat, il marque 2 buts et en offre 2 autres. En Ligue Europa, il joue 3 matchs de poule, marque 2 buts et délivre une passe décisive. Il rate le reste des matchs pour cause de blessures ou de méformes techniques. Michu passe du statut d'élément clé à celui de fardeau pour l'équipe. Il part ensuite en prêt avec option d'achat à Naples pour la saison 2014-2015 dans l'espoir qu'une expérience dans un nouveau championnat le ramène à son niveau. Malheureusement, cela n'arrive pas. Son bilan se résume à 243 minutes jouées en 6 matchs, toutes compétitions confondues. Une seule passe décisive et le reste de la saison blessé. Il retourne ensuite à Swansea qui résilie son contrat. Il rejoint alors un club nommé Langreo en 4e division espagnole. Une saison plus tard, il retourne à son premier club, le Real Oviedo, pour une saison en 2e division. Il retrouve ses statistiques de 2e division d'antan. 1 but et 1 passe décisive en 28 matchs. Et après la fin de la saison 2017, Michu prend sa retraite à 31 ans. Mettant fin à une carrière de plus de 10 ans dont personne ne se souvient, à part cette saison historique avec Swansea. Un milieu de terrain au grade d'artilleur. Charlie Adam. Le joueur qui a débuté sa carrière professionnelle aux Glasgow Rangers, l'un des géants d'Écosse. Le club auquel Charlie a appartenu pendant 5 saisons. Durant cette période, il est parti plusieurs fois en prêt. Une fois à Ross County et une fois à Saint-Mirren en 2e division écossaise. Il revient ensuite jouer 2 saisons et demie avec les Rangers. Il joue 79 matchs durant cette période. Et malgré son faible temps de jeu avec les Rangers, Charlie rejoint la sélection écossaise en mai 2007. Il joue son premier match international contre l'Autriche et le deuxième contre les îles Féroé lors du même rassemblement. C'est parce qu'il avait réalisé une saison solide avec les Rangers, contribuant à 16 buts en 39 matchs. Mais ces chiffres ont chuté la saison suivante, tant au niveau des participations que des contributions offensives. La situation a continué de se dégrader, ce qui a conduit à sa non-convocation en sélection. Cela a poussé les dirigeants des Rangers à le prêter ou à s'en débarrasser par tous les moyens. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent une offre de Blackpool, un club de milieu de tableau en Championship. Ils ont pris Charlie en prêt pour une demi-saison. Il n'a pas présenté un bon niveau durant les 13 matchs joués avec Blackpool. Le club finit la saison à la 16e place. Et bien qu'il fût logique que le club anglais ne soit pas intéressé pour le signer définitivement à cause de ses performances ternes, ils acceptent de le prendre des Rangers qui voulaient s'en débarrasser à tout prix. C'est pourquoi la transaction s'est conclue pour 590 000 €, alors que la valeur de Charlie était estimée à 4,5 millions d'euros à l'époque. Charlie commence la saison 2009-2010 avec Blackpool, et là, il déjoue tous les pronostics et devient le joueur le plus important du club. Le joueur de 23 ans s'adapte au style de jeu du Championship, un style qui repose essentiellement sur les duels physiques. Il devient le 3e meilleur buteur du Championship avec 16 buts. Sur le plan collectif, il aide l'équipe à récolter 70 points, ce qui leur permet d'occuper la 6e place lors de la dernière journée. C'est la dernière place qualificative pour les barrages d'accession à la Première Ligue.
En demi-finale des playoffs, Blackpool affronte Nottingham Forest. Ils parviennent à les battre à l'aller et au retour, et Adam marque un des 6 buts inscrits par l'équipe sur les 2 matchs. En finale des playoffs, devant plus de 82 000 spectateurs à Wembley, Charlie Adam, capitaine de Blackpool, mène le club à la 2e plus grande victoire de son histoire aux dépens de Cardiff City, 3-2. Un match où il marque le premier but de son équipe. Et si vous vous demandez quelle est la plus grande victoire de l'histoire de ce club, c'était la victoire contre Bolton Wanderers en finale de la FA Cup en 1953 sur le score de 4-3 avec une remontada dans les dernières minutes. Cette coupe reste le seul grand titre de l'histoire du club. Bref, le capitaine Charlie mène Blackpool en Premier League pour la première fois depuis 1930. Charlie se distinguait par sa frappe lourde. Cela se voyait par ses tirs répétés de l'extérieur de la surface. Il marquait des buts et tirait tous les coups de pied arrêtés. Le niveau de Charlie a grandement contribué à cette montée surprise. La qualification cette saison-là était totalement inattendue, à tel point que la direction elle-même n'était pas préparée à jouer en Première Ligue pour la saison 10-11. Ils n'ont pas su renforcer l'effectif à la hauteur de l'événement. C'est pourquoi le club a fini 19e à la fin de la saison. Malgré la relégation, Charlie a maintenu son niveau. Il a été le joueur le plus important de l'équipe pour la 2e saison consécutive. Il a réussi à marquer 12 buts et à délivrer 8 passes décisives. Au-delà de ses contributions offensives, sa moyenne de tirs par match atteignait 3,3, ses passes clés 2,1 et son taux de dribble pour un milieu de terrain était relativement élevé. Il atteignait 1,7 dribbles réussis par match. Nous sommes face à un international dont les stats étaient supérieures à celles de Frank Lampard, la légende de Chelsea cette saison-là. Cela a séduit les dirigeants de Liverpool, d'autant que le joueur avait marqué contre eux à Anfield. Blackpool avait gagné ce jour-là, 2-1, l'une de leurs rares victoires. Ajoutez à cela la relégation de son équipe qui n'a pas exagéré sur les demandes financières. L'affaire s'est conclue pour 8,4 millions d'euros. Avant le début de la saison, Adam déclare que son objectif avec Liverpool est la qualification en Ligue des Champions et de ramener le titre de champion au club. Mais sa performance sur le terrain n'était pas aussi forte que ses déclarations, car Liverpool finit la saison à la 8e place. Charlie ne marque que 2 buts, dont un penalty, et délivre 6 passes décisives. Adam n'a apporté aucune plus-value au milieu de terrain de Liverpool. La direction s'est retrouvée avec un flop total. Pour limiter les pertes au maximum, ils le vendent dès l'été suivant à Stoke City pour 6,2 millions d'euros. Lors de sa première saison avec eux, son niveau baisse encore. Il livre 2 saisons moyennes sur les 7 passées là-bas jusqu'à leur relégation en 2e division en 2017-2018. Son action la plus marquante durant ces années, c'était ce but contre Chelsea marqué depuis sa propre moitié de terrain. Après la saison 2017-2018, Charlie passe une saison avec Stoke en Championship, puis il va à Reading dans la même division en transfert gratuit, mais il n'arrive pas à s'adapter. Il retourne alors dans son pays par la porte du club où il a débuté, Dundee United. Charlie prend sa retraite définitive en 2022 avec son club. Après avoir passé 11 ans dans le football après la saison 2010-2011, il a marqué un total de 40 buts, soit une moyenne de moins de 4 buts par saison. Actuellement, Charlie est entraîneur des coups de pied arrêtés dans le staff technique d'Everton. Le détenteur de la 3e place dans l'épisode d'aujourd'hui est l'Ivoirien Nicolas Pepe. Âgé de 29 ans et actuel joueur de Villarreal, l'un des joueurs qui a captivé l'opinion publique mondiale pendant une période, car il a présenté un niveau immense qui a attiré tous les regards. L'Ivoirien né en France de parents immigrés, il a commencé sa carrière comme gardien de but. Mais garder les cages ne satisfaisait pas son envie de jouer au ballon. À 14 ans, il joue en jeune aux postes offensifs. Pepe commence sa carrière pro à 19 ans avec le club d'Angers en Ligue 2 lors de la saison 14-15. Il part en prêt en 3e division avec le club d'Orléans. Ensuite, il revient à Angers pour jouer sa première saison en Ligue 1. Il marque 3 buts et fait une passe décisive.
Il parvient à rejoindre la sélection nationale la même saison, précisément le 15 novembre 2016. Les dirigeants de Lille parient alors sur ce joueur de 22 ans. Ils déboursent 18 millions d'euros pour l'enrôler. Et les dirigeants n'ont pas perdu leur pari, du premier au dernier jour avec le club. Lors de sa première saison, en 2017-2018, en 36 matchs, il réussit à marquer 13 buts, alors que son XG, Expected Goals, n'était que de 8,2. Il délivre aussi 5 passes décisives pour contribuer à un total de 18 buts sur les 41 de l'équipe, soit 44% de la puissance offensive de Lille. Il aide l'équipe à se maintenir en Ligue 1. Il ne s'arrête pas là, et son niveau la saison suivante grimpe au point que son nom est placé à côté de Lionel Messi, car ils étaient les deux seuls lors de la saison 18-19 dans les 5 grands championnats à avoir marqué plus de 20 buts et délivré plus de 10 passes décisives. Il finit le championnat devant Cavani et Neymar au classement des buteurs avec 22 buts et il réussit à donner 11 passes décisives. Il contribue ainsi à 33 buts sur les 68 marqués par Lille, c'est-à-dire presque 50% de la force de frappe lilloise. Lille termine la saison à la 2e place derrière le Paris Saint-Germain. Il a été le grand artisan de leur transformation, d'un club évitant la relégation à un club qualifié pour la Ligue des Champions. L'été venu, une bataille féroce s'engage pour sa signature entre Arsenal et Naples. Naples proposait 71,7 millions de livres, mais Arsenal conclut l'affaire pour 72 millions de livres, soit environ 80 millions d'euros. C'était le transfert le plus cher de l'histoire d'Arsenal à l'époque et le 2e le plus cher jusqu'à aujourd'hui. Avec un salaire de 140 000 livres par semaine, le 4e plus gros salaire de l'équipe. Les espoirs placés en lui étaient immenses, surtout qu'Arsenal souffrait. Ils avaient besoin d'un joueur de la qualité de l'Ivoirien pour revenir sur le devant de la scène et retrouver la Ligue des Champions. Mais Pepe ne présente même pas le quart du niveau qu'on a vu avec Lille. Il marque 5 buts et en offre 6 en 31 matchs. L'équipe chute au classement et finit la saison à la 8e place. Ils sortent de la Ligue Europa face à l'Olympiakos. Le seul exploit qu'il a pu réaliser lors de sa première saison avec les Gunners, c'était de gagner la FA Cup aux dépens de Chelsea en finale, après avoir délivré la passe décisive de la victoire à Aubameyang. Bien sûr, ces chiffres n'étaient pas dignes de la recrue la plus chère de l'histoire du club. Et malgré une amélioration de ses stats de but la saison suivante, Arsenal finit 8e pour la 2e saison consécutive et sort en demi-finale de la Ligue Europa. Pepe n'aide en rien à améliorer la situation de l'équipe. Arrive la saison 21-22, où Pepe est largement marginalisé, écarté des matchs ou laissé sur le banc la plupart du temps. Il participe à 951 minutes sur toute la saison, toutes compétitions confondues. Il contribue à 3 buts en championnat. Le transfert le plus cher de l'histoire du club devient un échec cuisant. Il se met à voyager d'Arsenal à Nice, de Nice à Trabzonspor et de Trabzonspor à Villarreal actuellement. Et le bilan de ce qu'il a fait avec eux, c'est les 3 ou rien du tout. C'est comme si le football lui avait fermé la porte au nez en lui disant « ça suffit, ton éclat d'une saison ». Le détenteur de la 2e place, c'est le Golden Boy illusoire, Anthony Martial. Le joueur qui a coûté le plus d'argent dans notre liste d'aujourd'hui, que ce soit en salaire ou en indemnité de transfert. Celui qui a gagné le prix du Golden Boy en 2015 dans des circonstances mystérieuses. Manchester ne perd pas de temps et le signe pour 60 millions d'euros. Et quand l'épisode sur Manchester United sortira, vous saurez sûrement pourquoi ce montant a été payé. Malgré le prix exagéré du transfert, la première saison de Martial n'était pas mauvaise.
Ses chiffres étaient corrects, il contribue à 14 buts en 31 matchs de championnat et contribue à 7 buts en FA Cup, le seul trophée qu'il a gagné lors de sa première saison. De 2016 à 2019, il enchaîne les mauvaises prestations à cause des blessures et du facteur physique. Les dirigeants de United décident alors de prendre une décision ferme avec lui. Ils augmentent son contrat de 5,7 millions de livres à 13 millions par an. Que Dieu vienne en aide aux supporters de United, vraiment. Arrive la saison 19-20, la saison du Covid, et il nous surprend avec une performance très solide qui nous a fait penser qu'on l'avait mal jugé. Il contribue avec United à 33 buts toutes compétitions confondues, dont 23 contributions en championnat. Il devient le meilleur buteur de l'équipe en Premier League avec 17 buts à égalité avec Marcus Rashford. Et United finit la saison à la 3e place. Avant le début de la saison 20-21, les attentes et les espoirs envers Martial explosent. Avec la présence d'un joueur comme Bruno Fernandes en meneur de jeu, Pogba au milieu et Rashford sur l'aile, en tant qu'attaquant, tu as toutes les conditions réunies sur le rectangle vert pour exploser cette saison-là. Mais le Golden Boy nous surprend avec une forme désastreuse. Il se fait expulser contre Tottenham en début de saison et rate 3 matchs. Ensuite, il revient et ne marque que 4 buts sur toute la saison, jusqu'à ce qu'il se blesse à nouveau et rate les 10 derniers matchs de championnat et les phases finales de la Ligue Europa. Martial continue de nous offrir un feuilleton ennuyeux de blessures et de niveau technique médiocre. En janvier 2022, il part en prêt à Séville, avec United qui prend en charge son salaire. Martial marque un seul but en 12 matchs avec eux. Il revient pour ne rien proposer car il est blessé la plupart du temps et quand il est apte, il ne produit rien de notable. Martial a coûté au club en 9 ans environ 165 millions d'euros en salaire, plus le montant de son transfert depuis Monaco. Et bien sûr, personne ne lui a proposé de renouveler son contrat dont tout le monde attendait la fin avec impatience. Martial joue actuellement avec l'AEK Athènes en Grèce et il est devenu très difficile d'imaginer le joueur de 29 ans évoluer au très haut niveau à nouveau. À la première place, sans conteste, le talent gâché par la vie. L'un des joueurs les plus importants et les meilleurs de sa génération, pour qui on n'a pas payé des sommes folles, bien qu'il le méritait à l'époque. Je parle de Dele Alli, le talent pour lequel je n'exagère pas si je vous dis qu'il aurait pu être le meilleur milieu de terrain de l'histoire de l'Angleterre. Car malgré sa disparition des radars depuis longtemps, il n'a encore que 28 ans. Et vous entendez sûrement parler de lui depuis plus de 10 ans. Cependant, son talent seul n'a pas résisté face aux circonstances qu'il a affrontées. Son histoire avec le football et la célébrité commence avec Tottenham. Quand ils l'ont acheté au club de MK Dons, qui était alors en League One, la 3e division anglaise, après que Tottenham l'ait laissé en prêt chez eux jusqu'à la fin de la saison. Il rejoint officiellement Tottenham en 2015. Dele Alli entre dans l'équipe avec des statistiques très fortes. Il avait joué avec MK Dons 39 matchs de championnat. Il avait marqué 16 buts et délivré 7 passes décisives, à seulement 19 ans. Tout ça en jouant au poste de numéro 8. Ce n'est pas un poste connu pour produire de tels chiffres, sauf rarement. C'est pourquoi il n'était pas étrange pour lui, en arrivant en Premier League, de délivrer 8 passes décisives et de marquer 10 buts en 33 matchs. Et c'était sa première saison au top niveau. Des chiffres que, lorsque des attaquants ou des ailiers les réalisent, les gens les encensent. Alors imaginez un milieu relayeur de 19 ans. L'un des moments forts d'Ali cette saison-là fut son but historique contre Crystal Palace en janvier 2016. Un but qui montre l'étendue de ses capacités, sa confiance en lui à cet âge dans le championnat le plus dur au monde. Après la fin de la saison, Roy Hodgson convoque Dele Alli. Il rejoint la sélection en 2015 et joue avec eux l'Euro 2016, d'où ils sortent face à l'Islande. La meilleure saison d'Ali fut 2016-2017, malgré l'échec européen avec Tottenham.
Il aide les Spurs à atteindre leur meilleur classement de championnat dans sa nouvelle version jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'ils occupent la 2e place derrière Chelsea. Et Ali, cette saison-là, malgré son poste de numéro 8 et son jeune âge, il réussit à marquer 18 buts et faire 8 passes décisives. Et dans les autres compétitions auxquelles il participe, il contribue à 8 buts entre réalisation et passes. Le joueur de 21 ans attire les regards. Sa valeur atteint en 2017 les 60 millions d'euros. Dans la saison précédant la Coupe du Monde 2018, Dele Alli contribue au maintien des Spurs dans le Big Four. Il termine 3e, car Dele contribue à 19 buts en championnat et 10 buts dans les autres compétitions. Bien que la saison précédente fût meilleure, sa valeur atteint 100 millions d'euros avant le mondial. Après la Coupe du Monde, Ali livre une saison considérée comme l'une de ses pires depuis son arrivée à Tottenham. Il rate beaucoup de matchs à cause des blessures, au point de ne jouer que 25 matchs en championnat. Il marque 5 buts et en donne 3. Des chiffres considérés comme bons pour n'importe qui à son poste, sauf pour lui, car il avait habitué les gens à des chiffres et une performance élevée toute la saison, comme il l'avait montré contre le géant Real Madrid, marquant 2 buts et menant Tottenham à une victoire historique 3-1, et une autre fois lors de la remontada contre l'Ajax en demi-finale de Ligue des Champions en 2019, quand il fait 2 passes décisives pour Lucas Moura, dont celle du 3e but historique qui envoie Tottenham en finale de C1 pour la première et dernière fois de son histoire. La saison suivante, il livre une performance relativement similaire. La situation empire après la nomination de Mourinho comme entraîneur. Ses participations diminuent à cause de son niveau terne en 2020-2021. Il ne marque aucun but en championnat, où il ne joue que 618 minutes. Il s'éloigne de la sélection depuis lors jusqu'à aujourd'hui. La saison d'après, 21-22, fut sa dernière avec Tottenham, car son niveau et sa relation avec Mourinho empirent de jour en jour. Mourinho a parlé avec Dele Alli tête-à-tête et lui a dit qu'il n'aimait pas ce qu'il voyait, qu'il y a une grande différence entre un joueur constant et un joueur qui a juste des moments d'éclat. Il lui a dit une phrase, l'une de celles que j'ai le plus aimée dans son discours. « J'ai 56 ans et hier encore j'en avais 20. Le temps file et tu regretteras dans le futur de ne pas avoir atteint ce que tu pouvais atteindre. » Le 31 janvier 2022, Dele Alli part à Everton en transfert gratuit. Il joue avec eux 13 matchs sur la 2e moitié de saison. Et au début de la saison 22-23, il ne contribue à aucun but et n'a aucune influence. Il le prête à Beşiktaş en Turquie, avec qui il ne joue que 15 matchs sur toute sa période, dont le dernier match de sa carrière joué le 26 février 2023. Il avait alors 26 ans. Ensuite, il retourne à Everton avec qui il ne joue aucun match. Son contrat se termine et il reste sans club, jusqu'à ce que le club italien de Côme le signe le 16 janvier 2025 et on attend toujours son premier match avec eux. L'histoire de Dele Alli n'est pas considérée comme finie. Il a l'espoir de revenir encore une fois, car il a vu des choses dans sa vie bien plus difficiles, comme son enfance dans des conditions précaires, la séparation de ses parents, l'abandon des deux alors qu'il était très jeune, sa mère qui lui demande de quitter la maison à cause de son alcoolisme, pire encore, les abus qu'il a subis étant petit et le refus de son père millionnaire de l'accueillir au Nigeria. Il retourne en Angleterre et commence à fumer à 7 ans, il entre dans le trafic à 8 ans. Cela explique pourquoi Dele a décidé d'effacer son nom de famille du maillot pour mettre son prénom. Tout cela, Dele l'a expliqué dans son interview avec Gary Neville et la phrase la plus importante qu'il a dite « J'ai toujours mené une guerre contre moi-même, une guerre que personne ne connaissait, car je souriais devant les médias et les fans, je montrais à tous que j'étais heureux, mais en réalité, j'étais sur le point de perdre cette guerre intérieurement. » Malheureusement, Dele Alli est premier de notre liste, car il avait vraiment une dose de talent qui aurait pu faire de lui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. J'espère que l'épisode vous a plu et n'oubliez pas de nous soutenir en likant, partageant et en vous abonnant à la chaîne Les Outsiders du football.